La question de qu'est-ce qui fait preuve dans l'évaluation de l'efficacité d'un traitement, ça peut paraître un peu une tarte à la crème et le énième truc rasoir sur la question. En réalité, en ce moment, comme vous allez le voir, il se passe quelque chose de vraiment important dans la question de l'évaluation de l'efficacité. Et ça a à voir avec la thématique de cette journée. Finalement, est-ce qu'on évalue de façon juste les produits qui soient médicamenteux ou non médicamenteux? Et du coup, si ce n'est pas juste, eh bien à ce moment-là, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui sont surévalués par rapport à d'autres? Et cette question-là, elle se pose pas que seulement en psychiatrie, mais dans la médecine en général. Et vous devez l'entendre à propos des scandales ou du prurit qu'il y a autour des soins dits complémentaires en ce moment, où on parle d'emprise, etc. Et il y a un sujet autour du recours à ce type de soins. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai changé d'avis sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Alors que comme enseignant de statistique, j'enseigne ça depuis de nombreuses années, je pensais avoir les idées claires sur le sujet et finalement je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans des idées reçues. Voilà, et donc je me confesse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez dans le détail, vous avez d'un côté des gens qui disent, quand on propose un traitement à des patients, pour des raisons éthiques, il faut que ce traitement soit évalué, et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Comment l'évaluer? Il y a l'evidence-based medicine, et que dit l'evidence-based medicine? Il faut faire des essais randomisés. Et il y a des dizaines de milliers de pages pour dire comment faire des essais randomisés. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui disent, oui, mais alors bien sûr, essais randomisés en aveugle versus placebo ou pas, etc., etc. Vous connaissez la litanie. Et donc de l'autre côté, vous avez des gens qui disent, mais ce que vous dites est absurde. Je veux évaluer un soin humain, donc une psychothérapie par exemple, mais ça n'est pas un soin industriel comme un médicament. Un soin humain, chaque thérapeute est différent dans le soin qu'il donne. Et donc la pensée statistique là-dedans, elle ne tient plus la route. Et puis faire un essai, ça coûte beaucoup d'argent. Les médicaments, il y a des firmes pharmaceutiques qui peuvent payer les essais. Nous, on ne peut pas, il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas évaluer. Et puis nous, une psychothérapie en aveugle, mais comment voulez-vous faire un double aveugle pour évaluer une psychothérapie? Enfin, le sujet, il sait quelle thérapie il a eu. Donc du coup, ce que vous me dites est absurde, donc on ne va rien faire. Et alors en plus, il y a quelque temps, je me disais, non mais ils exagèrent, le mieux est l'ennemi du bien, plutôt que de dire qu'on ne peut rien faire, on peut quand même faire un peu. Et un peu, c'est mieux que rien. Récemment, je discutais de ça avec un jeune collègue récemment nommé chargé de recherche à l'INSERM, ultra spécialisé dans cette question, et il me disait pas du tout, il vaut mieux ne rien faire que de faire un peu, parce que si on fait un peu, on croit qu'on a trouvé quelque chose, alors que si on ne fait rien, au moins on sait qu'on ne sait rien. Et c'est vrai que l'argument n'est pas complètement absurde, et donc du coup, il y aurait d'un côté une excellence méthodologique qui serait réservée à certains types de soins, et j'appelle ça du scientisme, et de l'autre côté, des gens qui diraient, comme on ne peut pas faire ça, on ne fait rien, et finalement c'est mieux de faire rien, et ça c'est du nihilisme. Et alors, peut-être, mais quand même, il y a un malaise, quoi. Et je suis émotionnellement scandalisé par cette perspective. Et donc, du coup, je vous propose, dans les 25 minutes qui restent, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc de déconstruire pas à pas toutes ces histoires, et vous allez voir qu'en fait c'est compliqué, c'est pas compliqué techniquement, c'est compliqué anthropologiquement. Pourquoi on arrive à avoir un tel discours sur ce que c'est qu'un soin efficace? Parce que c'est un discours. D'un côté on dit que pour montrer que c'est efficace, il faut faire ça, de l'autre côté on dit que ça n'est pas possible. Ce sont des discours. Donc d'où viennent ces discours? Et une fois qu'on aura déconstruit, quand même, il faudra essayer de reconstruire quelque chose pour savoir comment faire pour avancer. Alors, déconstruisons.
à l'origine de la pensée moderne de l'évaluation des soins, il y a, et ça c'est le livre de Harry Marks, The Progress of Experiments. Donc c'est un livre, c'est un historien nord-américain qui, il y a 20 ans, 30 ans de ça, a écrit un bouquin sur l'histoire de la recherche biomédicale au cours du XXe siècle, en particulier du développement du médicament. C'est très facile à lire et je vous le conseille. Harry Marks, The Progress of Experiment. Et donc il dit qu'en fait, à la base de ça, il y a, je vais le dire côté franco-français, Claude Bernard. Claude Bernard, il dit explicitement, il faut comprendre ce qui fait que le malade a guéri et qu'un malade pareil n'aurait pas guéri. C'est une fois qu'on aura atteint cette connaissance, qu'on aura la cause des maladies, et c'est en agissant sur la cause qu'on pourra soigner le malade. Et il rajoute, ça n'est jamais avec la statistique que l'on arrivera à découvrir l'efficacité des thérapeutiques. Et d'ailleurs, en off, il disait que les statistiques en médecine, ça n'a aucun sens. C'était comme faire des analyses d'urine, des urinoirs de la gare Saint-Lazare. C'est un mélange d'urine, ça n'a aucun sens physiologique. Et donc, vous voyez que dès le cours du XIXe siècle, il y a une tension entre la pensée biologique et la pensée statistique. Et en fait, Claude Bernard a gagné. Et il a gagné parce qu'après, il y a eu Pasteur et qu'il y a eu la révolution de la découverte que les maladies infectieuses, à l'époque, venaient beaucoup des bactéries et que pour lutter contre les bactéries, on pouvait soit vacciner, soit donner des antibiotiques. Et vous imaginez, enfin, non, on oublie trop souvent ce que serait la vie sans antibiotiques et sans vaccins. En particulier pour la santé des enfants. Il y a 300 ans, plus d'un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 5 ans. Donc imaginez, tous vous avez des enfants si la moitié n'existait pas. Donc ça a été une révolution et donc nous avons une reconnaissance infinie par rapport à cette pensée bernardienne qui a permis de lutter contre les maladies bactériennes en particulier. Et puis, ce que dit Harry Marks, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a eu une espèce de rébellion, c'est-à-dire qu'il y a eu un courant de jeunes cliniciens qui ont dit, non mais en fait, ok, tout ça c'est bien, mais il y a plein de situations où ça ne marche pas. Par exemple, un cancer du poumon, ben, en gros, on sait que c'est à cause du tabac, mais une fois qu'on sait ça ne sert à rien pour soigner le cancer du poumon. Et donc, il y a plein de situations, et on le sait en médecine, où ce n'est pas en agissant sur la cause de la maladie qu'on guérit les patients. Et donc, cette pensée biologique déterministe causale, oublions-la, soyons très pragmatiques et regardons ce que nous donnent les statisticiens. Ils nous disent, c'est Fischer, premier quart du XXe siècle, qui dit qu'il faut faire des essais randomisés, il faut faire des tests statistiques. Eh bien, on va faire ça en médecine, et ils le font, et ça marche. Ça marche, et bien aujourd'hui, on dit qu'il faut des essais randomisés, et ça a marché. Et grâce à ça, en cardiologie, avec le VIH, en cancérologie, eh bien, on ne soigne pas du tout les patients comme on soignait avant les essais randomisés. Et donc, il y aurait eu comme ça, donc il y a une pensée biologique et puis une pensée statistique, et qui serait clivée. Alors en fait, c'est pas clivé, c'est que même dans le champ statistique, et ça c'est un tabou, la biologie résiste. Nous sommes conditionnés à avoir une pensée biologique. Regardez comment sont formés les étudiants en médecine en premier et second cycle d'études médicales. Il y a 300 heures de cours de biomachin, biophysique, etc., anatomie, histologie, etc. Et il y a entre 5 et 10 heures de cours de psychologie médicale. Donc la représentation qu'on se fait d'un patient, c'est avant tout une représentation qui vient de la biologie. Alors vous me direz, ben, c'est normal, on est des êtres vivants, la biologie c'est le vivant, etc. Non, 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 non. La biologie, c'est une certaine façon de décrire le vivant. C'est décrire le vivant à partir de sa représentation matérielle. Et ça, c'est nous psychiatres devons avoir conscience de ça. C'est-à-dire, il s'est passé au XVIIe siècle quelque chose de très particulier qu'on appelle le tourlant de la nature, une objectivation des connaissances et qui a imprégné à peu près tout, sauf les sciences humaines, mais qui a imprégné les sciences du vivant. Le vivant, c'est le cœur, les organes, le fonctionnement, etc. Ça n'est pas la sensation de vivre. Alors vous me direz, c'est romantique ce que je dis. Ben oui, mais quand même, vous voyez, moi ça me pose problème. Dans l'éthique du vivant, ben aujourd'hui l'éthique du vivant, elle est conceptualisée à partir de ce que dit la biologie.
et pas à partir de ce que c'est que d'être un être vivant, c'est-à-dire je suis là et je vis. Et un animal, ça vit aussi. Et d'ailleurs, pour moi, une rivière, ça vit aussi. Et j'aime bien courir dans la montagne, ben j'aime les rochers, pour moi, les rochers, ça vit aussi. Et je n'ai pas le droit de dire ça parce que les biologistes me disent qu'un rocher, ce n'est pas un être vivant. Donc vous voyez, il y a un glissement épistémique. La biologie, la médecine, c'est avant tout, comme corpus de connaissances, la biologie. Et la biologie, ça explique nos patients. Et ça, on est conditionné comme ça. Et en fait, cette pensée biologique, elle est toujours présente dans les essais randomisés. Regardez d'ailleurs comment on fait pour évaluer les traitements. Eh bien, cette pensée biologique dualiste, puisqu'elle clive le vivant en deux, un vivant romantique que j'aime bien, et un vivant matériel, qui est celui qu'on apprend à la paillasse, eh bien on le clive, et quand on évalue un traitement, eh bien il y a d'un côté les traitements, les médicaments, la chirurgie, les dispositifs médicaux, donc ça c'est la matière, et puis il y a le care. Le care, c'est-à-dire c'est s'occuper des gens. Eh bien c'est coupé en deux. Et est-ce que vous avez beaucoup d'études qui visent à évaluer l'efficacité du care? Ah ben non. Ah ben non. Et savoir, par exemple, qui est un meilleur caregiver, une femme, un homme, un vieux, un jeune, formé comme ci, comme ça, etc. Mais pourtant, c'est de belles questions. Hein. Eh bien, on n'a pas la réponse. On n'a que ce qui est objectif, ce qui est matériel. Et ça va même plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, quand on prescrivait un médicament, eh bien, il y a quand même du care dans le médicament. Et c'est gênant qu'il y ait du care dans le médicament. Et donc, on a inventé le placebo. Donc, on a découpé en trois. Quand on évalue un soin, il y a ce qui est à l'intérieur du médicament et qui agit sur les organes, il y a le placebo et il y a le care. Et qu'est-ce qui est vraiment grand dans l'efficacité thérapeutique? Eh bien, c'est la substance qu'il y a à l'intérieur du médicament et qui agit sur les organes. Le placebo, d'accord, il est là, mais à la limite, c'est dommage, quoi. C'est vraiment embêtant qu'il y ait un effet placebo, et c'est même embêtant que les gens guérissent avec un effet placebo. C'est quand même pas très glorieux. Et puis alors, si le care, en plus, ça marche, en plus de l'effet placebo, alors, c'est pas très glorieux pour la pensée médicale. Et la psychothérapie là-dedans, alors, c'est vraiment curieux, c'est que les psychothérapeutes ont été aussi parasités par cette pensée. Parasités, ils ont coupé le care en morceaux, hein, puisqu'en fait, la psychothérapie, c'est du care opérationnalisé quelque part. Hein. C'est du soin par la parole, c'est s'occuper des autres, mais, si la psychothérapie c'était que du care, alors ça serait un peu bas de gamme. Non, on a coupé le care en morceaux, on a d'un côté le care spécifique et le care non spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans les TCC, dans la psychanalyse, il y a une certaine façon de s'occuper des gens avec un rituel, où dans un cas on les allonge, dans un autre cas on les expose, etc. etc. Ça c'est spécifique, c'est intellectuel. Et puis il y a ce qui est non spécifique dans la psychothérapie, et ça c'est bas de gamme. C'est le non spécifique. Alors qu'on sait aujourd'hui que le non spécifique dans les psychothérapies, ça a un effet au moins aussi important que ce qui est spécifique. De la même façon que dans nos maladies, en particulier dans la dépression, l'effet placebo des antidépresseurs est au moins aussi important que l'effet spécifique des antidépresseurs, du moins dans les formes les moins sévères de dépression. Alors ça, c'est en termes conceptuels, déjà vous voyez que la façon de penser l'évaluation des soins, elle est très imprégnée de notre anthropologie des connaissances. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a eu quelque chose de socio-économique, c'est qu'il y a eu une espèce de collusion. Alors pour moi elle est inconsciente, ce n'est pas une théorie du complot, c'est pas, il y a eu une collusion entre les firmes pharmaceutiques, les autorités de santé et l'académie. Et ça se traduit concrètement par ce qui s'appelle les Guidelines ICH, International Conference on Harmonization, qui disent comment on doit évaluer les médicaments. Donc il y a des milliers de pages là-dessus. Et en fait, quand vous regardez alors il y a un corpus pour évaluer, pour faire des essais thérapeutiques, il faut être un savant. Il faut être un savant, et c'est tellement compliqué, et il faut inclure beaucoup de sujets que ça coûte horriblement cher. Un essai thérapeutique peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. Un essai thérapeutique.
un médicament dans une indication. 200 millions d'euros. Et pourquoi? Eh bien, en fait, alors, c'est bien de faire de très beaux essais, avec une méthodologie très pure, parce que ça permet de lutter contre les conflits d'intérêts des firmes qui vont gagner de l'argent avec les médicaments qu'elles évaluent, ce qui complique naturellement la neutralité dans l'évaluation. Donc si on met des critères extrêmement stricts méthodologiquement, ça facilite, ça ne l'annule pas, mais ça facilite la neutralité de l'évaluation. Mais il n'y a pas que ça. Si vous faites payer les médicaments, si les essais coûtent très cher, il n'y a que certaines firmes qui ont des chiffres d'affaires énormes qui peuvent financer des essais randomisés comme ça. On appelle ça la politique du ticket d'entrée. Et si les essais randomisés coûtent aussi cher que ça et sont aussi compliqués, ben c'est très bien pour les professeurs de statistique, parce que du coup, il n'y a que eux qui comprennent vraiment ce qui se passe et donc ils sont indispensables. Et donc, du coup, ben, vous voyez, il y a une collusion pour arriver à une situation oligopolistique, où il n'y a que certains soins que l'on peut vraiment évaluer conformément à des canons qui ont été construits par ces personnes, par cet oligopole qui revendique la légitimité pour dire qu'un soin est efficace. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une tâche aveugle là-dedans, dans l'évaluation des soins, qui n'apparaît pas, c'est le mécanisme d'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous apprenez l'evidence-based medicine, quand vous apprenez qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de dire qu'un traitement est efficace ou pas, il n'y a jamais le mécanisme d'action. Et d'ailleurs, j'ai été membre, alors j'aurais dû déclarer mes conflits d'intérêts. Je suis consultant régulièrement pour les firmes pharmaceutiques, consultant en statistique. J'ai fait partie de la commission de transparence pendant 6 ans, c'est la commission qui décide du remboursement des médicaments en France. Mon troisième conflit d'intérêt, c'est que je n'aime pas trop la biologie, peut-être que vous l'aviez remarqué. Et donc, à la commission de transparence, donc, qui donne l'autorisation de remboursement des médicaments en France, il y avait un dogme non écrit qui était qu'un mécanisme d'action ne doit jamais être invoqué pour décider de ce remboursement, du remboursement du médicament. Et les arguments étaient clairs, les arguments étaient que le mécanisme d'action c'est pour le développement du médicament, c'est pour ce qu'on appelle le préclinique, mais pour l'évaluation clinique, c'est-à-dire de l'efficacité chez l'humain, alors le mécanisme d'action ne sert pas, et la preuve c'est que les biologistes sont extraordinaires pour fabriquer de nouveaux médicaments, les vaccins ARN, etc. Bravo, moi j'en ai bénéficié. Hein. Mais qu'ils racontent plein de bêtises quand ils disent qu'un médicament peut être utile pour les patients ou pas. Et alors, en psychiatrie, en pédopsychiatrie par exemple, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais la carence en fer, c'est ça qui explique l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Il faut doser la ferritinémie. Je dis, attends, où sont les données? Mais si, regarde la dopamine, le fer, etc., etc. Et je dis, ben oui, mais écoute, moi, j'ai besoin de données. Mais non, quand même, tu dois, quand même, t'es arriéré, t'es old school. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Et puis, bon, ben 3 ans après, en fait, ça marche pas, quoi. Et puis, ben, pareil, il y avait les diurétiques dans l'autisme. Eh ben, on m'a démontré, et des savants, des grands savants m'ont montré que l'autisme, ça se traitait avec des diurétiques, voilà la raison, etc., etc. Alors, moi, quand même, c'est... ben, je dis, j'attends les données, hein, et puis, ben, ça marche pas. Et il n'y a pas qu'en psychiatrie, hein. Aujourd'hui, vous savez, il y a des biothérapies, des anticorps monoclonaux, avec des mécanismes d'action extrêmement sophistiqués, très ciblés, avec des histoires fabuleusement intelligentes. Et donc maintenant, on propose de soigner l'asthme hyperéosinophilique avec de l'inflammation de type 2. Donc vous avez plein de noms ronflants, et donc les anticorps qui vont exactement pour l'inflammation de type 2. Et puis quand on fait des essais randomisés, on met des asthmes tout venant, et en fait, le médicament, il marche à peu près aussi bien que ce soit de l'inflammation de type 2 ou de type 1. Et quand on demande aux gens, mais comment ça se fait en fait, vous avez un médicament qui devrait agir que là-dessus, mais en fait, il marche en général. Et là, tout d'un coup, les gens se regardent les ongles ou les pieds et disent, ben oui, c'est vrai, en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Ben oui, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et les biologistes sont des gens extraordinaires pour découvrir des médicaments, mais ils n'expliquent pas tout.
Ils n'expliquent pas tout parce que les humains sont compliqués, parce que ce n'est pas un ensemble d'organes, ce n'est pas un ensemble de molécules, ça tout interagit, et régulièrement, ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme, eh ben, ce n'est pas ce qui était prévu dans les éprouvettes. Et donc c'est pour ça que, en fait, on dit que le mécanisme d'action ne doit pas être invoqué en vue de la décision d'efficacité. Sauf que ce n'est pas vrai. Sauf que ce n'est pas vrai. Alors, un contre-exemple, c'est l'homéopathie, des granules 30CH, c'est un placebo. Voilà. Pourquoi? Parce que la dissolution, c'est 10 puissance moins 60. La physique dit que dans une mole, il y a 10 puissance 23 molécules. 10 puissance 23 divisé par 10 puissance 60, ça fait 0. Et ça, si vous voulez, c'est... alors vous me direz, mais ça c'est toi qui crois, d'ailleurs des homéopathes me le disent, ah oui, mais alors, qu'est-ce que tu en sais, la mécanique quantique, etc. Non. Non. Ma croyance, qui s'appuie sur un corpus de connaissances de physiciens considérable, me fait croire que quand on dilue quelque chose à 10 puissance 60, il n'y a rien. Et donc, l'homéopathie, c'est, à 10 puissance, en 30 CH, c'est un placebo. Et pour moi, c'est sûr. Alors que ce n'est qu'un mécanisme d'action. Ça n'est que quelque chose qu'on dit. Et aujourd'hui, figurez-vous que ce n'est pas que moi qui pense ça. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, il y a des médicaments en France, chaque mois, qui sont remboursés très très cher avec des études sans bras contrôle. Donc ce n'est même pas un essai qui n'est pas randomisé, c'est des études sans bras contrôle. Le Zolgensma, donné dans l'amyotropie spinale des enfants, 3 millions d'euros, une injection, une cohorte de 30 patients, versus des contrôles historiques. Et donc, où est l'évidence-based medicine? Et à ce rythme-là, si on fait ça, les naturopathes, ils peuvent dire, nous aussi, on va faire la même chose. Hein. Parce que d'un côté, eux, ils ont une histoire qui est des thérapies cellulaires, nous, on a une histoire qui est la nature qui est bonne et la chimie qui est mauvaise. Quelle est la bonne histoire? Et donc, j'en arrive là à, oui, effectivement, la question se pose. Un mécanisme d'action, c'est une histoire qui s'appuie sur une théorie. Qu'est-ce qui fait qu'une théorie est dominante et crédible ou pas? Et c'est plus compliqué que ça. Alors, moi je vais me servir d'Auguste Comte, qui dit que dans l'évolution du savoir, d'abord le savoir est théologique, après métaphysique, après positif. Et pour les maladies, ça marche à peu près bien. Au début, on dit que les maladies sont dues aux dieux, au cosmos, etc. C'est une punition, voilà. Et puis, après, on crée une théorie qui explique, donc la théorie des humeurs, par exemple, c'est une théorie qui est proposée. Il y a des humeurs, la bile noire, la bile jaune, le flegme, le sang, etc. Et quand il y en a un qui est bas, l'autre qui est haut, alors les gens sont comme ci, sont comme ça, on les soigne comme ça. Mais ça ne repose pas sur des observations. Et puis, il y a l'approche positive, où là, on n'est pas dans la causalité, il n'y a pas de métaphysique, on est là, on observe, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Avant, le patient, il a la fièvre, je donne quelque chose, après, le patient, il n'a plus de fièvre. Donc, je vais donner ça quand le patient a de la fièvre. C'est le niveau zéro de la spiritualité, ça s'appelle le positivisme. Et alors, vous avez des soins, par exemple, pour moi, la naturopathie, ça relève d'une pensée théologique. C'est-à-dire, la nature, c'est bien. Voilà, c'est une espèce de... C'est un peu spinoziste, pour le dire comme ça, quoi. Voilà, c'est... la chimie, c'est mal, la nature, c'est bien. Et alors, on va dire, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si on est bien comme ça. Alors, la pensée métaphysique, c'est l'acupuncture, la médecine chinoise, le yin, le yang, les méridiens, etc. Les méridiens, en fait, ils n'existent pas vraiment. Hein. Il y a plein de travaux qui étudient ça. Il n'y a pas vraiment de méridiens. C'est un discours métaphysique sur la santé. Et pourquoi pas? Puisque je suis sûr qu'on a tous des gens qui ont été sensiblement améliorés dans leur pathologie par un traitement d'acupuncture. Donc possiblement que ce discours métaphysique marche. Et puis donc vous avez l'approche positive, tous nos médicaments, mais vous avez même des approches positives. C'est pas parce que c'est positif que c'est bien. La cryothérapie, par exemple, qui est à la mode, ça repose sur un discours positif. Hein, le froid, c'est un anti-inflammatoire. Quand les gens ont mal à des articulations inflammatoires, on les met dans du froid, ils vont aller bien.
c'est un discours positif, et ça ne marche pas. La cryothérapie, hein, il y a des études randomisées avec un placebo de cryothérapie. La cryothérapie ne marche pas mieux que le placebo. Alors donc on pourrait dire, bon ben voilà, il y a des discours sur des théories, et si on est un peu postmoderne et inclusif, on va dire, ben, tous ces discours se valent, après tout, et en avant. Eh bien, je pense que pas du tout. Je pense que pas du tout, et là, je suis en tension avec beaucoup d'autres soignants. Je pense que, et après y avoir beaucoup réfléchi, les discours théoriques, magico-religieux et métaphysiques sont une impasse dans le développement des thérapeutiques. Pourquoi? Parce que, et on le voit ça avec la médecine chinoise, la médecine chinoise peut être efficace, hein, l'artémisinine est un produit qui est issu de la médecine chinoise et qui est un antipaludéen qui a sauvé des centaines de milliers de vies et qui a conduit à un prix Nobel de médecine. Donc il ne s'agit pas de dire que ça ne marche pas, il s'agit de dire que la conceptualisation de la médecine chinoise l'a figée. En gros, la médecine chinoise ne bouge plus depuis 1 millier d'années. Eh bien, quand vous ne bougez plus depuis 1 millier d'années, vous ne pouvez plus progresser. Et donc, vous êtes condamné à l'échec. La pensée positiviste vous oblige à être critique sur vous-même, à être ouvert à la réfutation, ce qui n'est pas le cas. Regardez, la médecine hippocratique, hein, elle a duré des milliers d'années, c'était académique, on ne pouvait pas dire que c'était mal. C'était le maître a dit, Hippocrate a dit, donc c'est vrai, donc nous allons faire comme ça, parce que cette théorie métaphysique nous le dit, ça empêche la critique, et donc ça empêche de voir ce qui ne marche pas, et donc c'est contraire à la possibilité de progrès. Alors j'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce bazar? Alors aujourd'hui, eh bien, l'oligopole qui possède la vérité académique de la vérité de l'efficacité des traitements, elle se fissure. Elle se fissure, et cette fissure vient des firmes pharmaceutiques qui revendiquent le fait qu'aujourd'hui, l'efficacité d'un traitement peut venir de son mécanisme d'action. C'est ce qui se passe avec les thérapies cellulaires, avec certains anticorps monoclonaux, et c'est en particulier en cancérologie. Et donc ça, c'est une rupture épistémologique majeure. Et ça pose des problèmes un peu dans le monde académique, parce que tout d'un coup, les professeurs de statistiques se sentent inutiles, puisque s'il n'y a plus de groupe contrôle et des essais randomisés, ben, ils ne servent plus à rien. Et ça pose un problème aux autorités de santé, parce qu'ils perdent leurs repères pour savoir si les traitements sont vraiment utiles et surtout coût-efficaces. Donc il y a vraiment une déstabilisation de ce système oligopolistique. Alors, nous, bien sûr, nous devons nous approprier cette rupture parce qu'elle met en tension, et en tension positive, la question de l'évaluation des psychothérapies. Il faut profiter de ces changements de conceptualisation de l'efficacité pour voir comment on peut repenser l'efficacité des thérapeutiques en psychiatrie. Alors d'abord, il faut reconnaître que, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les exigences méthodologiques que l'on impose pour faire des essais randomisés sont pas raisonnables. Sont pas raisonnables parce que ça n'est pas coût-efficace. Tout ce que l'on exige pour faire un essai randomisé, oui, c'est peut-être utile pour contrebalancer les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir quand ce sont les firmes pharmaceutiques qui les font, peut-être, et je ne suis même pas sûr. Parce que quand on paye un essai randomisé 200 millions d'euros, le prix que l'on paye, le prix que la firme paye, on va le retrouver dans le prix du médicament. Et donc je ne suis pas sûr du tout que ce soit coefficace, et je n'ai jamais vu d'études qui estimaient le fait que ce soit coefficace ou pas. Et donc, donc il faut accepter de penser des essais randomisés dégradés en termes méthodologiques. C'est difficile à dire, mais il faut le dire. Le niveau de preuve sera peut-être moins élevé, mais le prix sera tellement plus bas que ça sera coefficace et qu'on pourra en faire pour beaucoup plus de produits.
il faut penser à des alternatives, à des innovations méthodologiques. J'ai des collègues qui font maintenant des essais randomisés sans suivi de patients. Ils font juste, ils incluent, ils tirent au sort et ils laissent les patients dans la nature, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et le suivi, on l'a à partir des bases de données de l'assurance maladie, où on regarde la mortalité, les hospitalisations, etc., sans avoir à suivre les patients. Et puis on peut suivre des cohortes, avec tout ce qu'on appelle le développement sur l'inférence causale en statistique. Donc ça, c'est un premier point, l'innovation, les ruptures méthodologiques. Le deuxième point, c'est que, en particulier en psychiatrie, il faut accepter de se départir de la représentation purement biologique du patient psychiatrique. Et donc, il faut accepter de revenir à étudier l'effet des soins, médicamenteux ou pas, sur la vie des patients. Et pour ça, il y a des méthodologies qui sont des approches qualitatives. Et on voit maintenant des papiers dans les revues internationales à comité de lecture qui s'intéressent au vécu des gens sous antipsychotiques, sous méthylphénidate, sous antidépresseurs. Et c'est extrêmement, ça coûte pas cher et c'est extrêmement instructif pour les cliniciens et pour les patients. Et puis, et je termine là-dessus, il faut prendre à bras le corps la question du mécanisme d'action sans le totémiser. Sans le totémiser, c'est-à-dire que si je vous dis aujourd'hui quel est le mécanisme d'action des antipsychotiques, vous allez dire tout de suite récepteur à la dopamine, D2, D3 machin, etc., agoniste partiel, antagoniste, etc. Et voilà. Mais non, mais dans la prescription de l'antidépresseur, il y a aussi un geste clinique. Il y a une ordonnance écrite par l'ordinateur ou à la main. Combien de temps on a mis pour expliquer l'ordonnance ou pas? Et ça joue dans l'efficacité des antidépresseurs. Ça joue, on doit étudier le mécanisme d'action qui fait que la prescription, dans son ensemble, est efficace, et pas seulement sur les récepteurs. Puisqu'en fait, on sait qu'il y a un effet placebo, et que cet effet placebo, il s'explique par la relation médecin-malade, et on doit étudier le mécanisme d'action de la relation médecin-malade, comme on doit étudier les mécanismes d'action sur les récepteurs D2, D3 et D4. Et c'est passionnant. Et donc, on vit un moment passionnant. Merci de m'avoir écouté.